Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette conférence traditionnelle de rentrée qui me permet à la fois de faire le point sur l'état des actions existantes et puis de tracer les perspectives du travail à venir. Je voudrais vous dire en ouverture que le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer dont j'ai la charge, qui plus est chargé des négociations climatiques, se situe au cœur du défi de ce siècle. Quel est le défi de ce siècle? Sauver le climat, c'est le grand défi de ce siècle. Trouver une conscience humanitaire planétaire et une nouvelle performance économique plus juste et plus durable. Telles sont les conséquences de ce défi et tels sont les objectifs que nous devons réussir à réaliser parce que cela aura prouvé que nous avons réussi à sauver le climat. Il s'agit donc de penser autrement nos modes de vie. Il s'agit d'en appeler à la créativité et à l'intelligence. Il s'agit d'accélérer toutes les transitions, les métamorphoses, dit Edgar Morin. Bref, aider un nouveau monde porteur d'espoir à émerger. Nous avons derrière ce défi 3 grands défis humanitaires. Les catastrophes sanitaires, c'est le premier. Les catastrophes climatiques directes, c'est le second. Les migrations climatiques massives, notamment les migrations sud-sud. De ces 3 défis humanitaires, bien évidemment, hélas, les plus vulnérables sont aussi les plus pauvres. Il s'agit donc aussi d'un défi de justice planétaire. Et nous avons donc 3 fléaux à combattre. Le dioxyde de carbone, issu des énergies fossiles, la surexploitation des ressources naturelles, faut-il rappeler que 90% de la ressource en poisson a disparu, les pollutions, faut-il rappeler que nous avons 5 continents de plastique sous la mer. Et donc nous savons pourquoi agir et nous savons aussi comment agir. Nous avons 3 actions à engager, que nous avons engagées, que nous accélérons, dont ce ministère a la charge avec l'ensemble des opérateurs et l'ensemble de la société, parce que nous réussirons, je le dis souvent, et que si nous entraînons, que si nous embarquons tout le monde, premièrement pour transformer le système de production et construire la nouvelle économie, la nouvelle industrie décarbonée, deuxièmement pour protéger les ressources naturelles, et troisièmement pour inventer les territoires de demain et les emplois de demain. C'est tout le sens du travail que nous accomplissons pour que ce mouvement devienne irréversible. Comme je l'ai dit à l'instant, pour qu'il entraîne tout le monde. C'est qui tout le monde? Ce sont les citoyens, les territoires, les entreprises, les associations, ceux qui sont même parfois en avance sur ces mutations. Vous connaissez cette belle phrase de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et donc ce ministère est un ministère qui invente, qui avance, parfois avec difficulté, mais c'est aussi la preuve que les combats sont parfois difficiles. C'est un ministère qui veut défricher les chemins nouveaux et qui en même temps consolide les fondations à chaque étape pour construire la maison commune, ici, et la planète commune, partout ailleurs. Les 3 ou 4 grands piliers de cette action, d'abord, réussir l'action pour le climat, avec l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, je vais y revenir. Deuxièmement, s'assurer de l'application de la loi de transition énergétique, s'assurer de l'application de la loi biodiversité, et puis bien évidemment dans les autres domaines, notamment la santé et l'environnement. Vous savez que c'est un sujet qui m'est particulièrement cher. Sur la question aussi de la gestion de l'eau, qui va devenir une question majeure, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Sur tous les enjeux aussi de gestion au quotidien du ministère, c'est aussi de tailler sa route et de faire en sorte que chaque fois, nous soyons en mesure d'apporter des preuves de l'efficacité de ces actions. Le premier enjeu, qui relie à la fois le local, avec les territoires énergie positive, le national, avec les chantiers que je viens de préciser, et bien évidemment l'international, avec la COP21, c'est bien évidemment sauver le climat. Les rapports soulignent l'urgence de l'action tous les jours. Aujourd'hui, nous avons des rapports, des études scientifiques qui signalent les effets du règlement climatique
Les bilans réguliers nous montrent que le réchauffement est réel. 2015, l'année la plus chaude depuis la révolution industrielle. Les rapports sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Le constat que l'on peut faire sur la dégradation des grands glaciers, comme je l'ai vu récemment en Arctique. Ce matin encore, le rapport sur la dégradation des océans. Le besoin d'agir avec le rapport hier de l'UNESCO qui souligne l'importance de l'éducation à l'environnement. Bref, plus personne n'a d'excuses. Et chaque jour qui passe, et c'est une excellente chose, c'est très nouveau aussi, les scientifiques de toutes disciplines, y compris les sciences humaines, viennent à l'appui de cette nécessité de l'action. Ces constats viennent conforter les rapports du GIEC. Comme vous le savez aussi, j'ai obtenu que le GIEC produise un rapport spécifique sur les océans, qui va être la grande question des semaines à venir. Donc l'action pour le climat avance. Nous devons poursuivre nos efforts pour aller plus loin encore. La Chine et les États-Unis ont procédé à la ratification de l'accord de Paris. J'ai eu l'occasion de m'exprimer pour souligner cette excellente nouvelle pour la planète. Les efforts continuent. Cela démontre aussi la force de l'accord de Paris. J'appelle donc une nouvelle fois tous les pays, et notamment ceux qui ont été réunis au G20 en Chine, à faire de même. Mon objectif, je le répète, je l'ai dit lorsque j'ai accédé à la présidence de la COP, c'est que l'accord entre en vigueur avant la fin de l'année. Nous sommes aujourd'hui à 26 pays, représentant exactement 39,06 des gaz à effet de serre. Donc, à presque la moitié des pays, un peu plus de 70% de la cible des gaz à effet de serre. D'autres pays vont ratifier rapidement, car le Parlement a donné son accord, l'Argentine vendredi, le Brésil, le Maroc, l'Ukraine. C'est les 8 pays qui représentent 4,72% des émissions. En Europe, plusieurs pays ont voté leur ratification, la France, la Hongrie, l'Autriche. Lors du G20, le président de la République française a plaidé pour une mise en œuvre rapide de cet accord de Paris. Alors, quelles sont les prochaines échéances ? Bien évidemment, nous avons 2 grandes étapes. Pour l'Union européenne, avec ses 28 États membres, qui représentent 12,08% des émissions, je peux vous dire aujourd'hui que je suis optimiste. Ça n'est pas facile, mais je crois que les efforts vont porter leurs fruits. Le Parlement européen est saisi. La Commission environnement donnera son avis jeudi. Le Parlement européen délibérera sur la ratification à sa session de début octobre. Le Conseil européen a fixé un objectif en mars dernier. Il a dit qu'il fallait que l'Europe ait ratifié au moment de l'entrée en vigueur. Le sommet européen prévu le 16 septembre à Bratislava a été très bien préparé, puisque j'ai rencontré le président du Conseil européen, Elon Tusk, et j'ai proposé au président Tusk d'y évoquer cette question cruciale de la ratification pour demander à chaque État européen de produire son agenda de la ratification. Donc nous sommes là dans un processus qui, je l'espère, s'accélère. J'ai bon espoir, je le répète, même si les échéances sont compliquées puisque nous devons répartir les efforts. Sur cette question aussi, la Commission européenne a fait un bon travail. Je crois que les choses progressent. Elles ont été un peu laborieuses au départ, mais surtout ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a plus de conditionnement d'une étape par rapport à l'autre et que nous pouvons avancer frontalement à la fois sur les ratifications individuelles, sur les ratifications au niveau de l'Union et sur la répartition des efforts. Donc à nous d'être créatifs, d'être imaginatifs. Et demain matin, je réunis l'ensemble des ambassadeurs à Paris de l'Union européenne pour leur donner une feuille de route, pour leur donner une méthode d'action, pour leur donner des objectifs et pour leur donner un calendrier. La deuxième grande étape, c'est celle des Nations Unies, le 21 septembre, pour que le maximum de pays puissent ratifier l'accord de Paris et qu'il entre en vigueur à l'initiative du secrétaire général Ban Ki-moon. Nous mobilisons tous nos contacts pour que nous puissions réaliser le même exploit qui a été réalisé lors de la signature de l'accord de Paris le 22 avril. Souvenons-nous, une dizaine de jours avant la signature du 22 avril, nous n'avions qu'une quarantaine de pays. Il a donc fallu faire un travail de démarchage individuel auprès de chaque chef d'État et de gouvernement pour qu'il soit présent ou représenté. Et nous avons eu ainsi 170 États à la signature. Ce que je veux dire par là, c'est que la sensibilisation positive de l'ensemble des dirigeants de la planète est toujours une surprise positive.
parce qu'il n'y a pas de course à celui qui va signer le plus tard ou ratifier le plus tard. Au contraire, il y a une prise de responsabilité et ce que j'appelais tout à l'heure la conscience climatique universelle est devenue vraiment une réalité, à condition bien sûr d'être présent, de rappeler les obligations de chacun, de rappeler les échéances. Et le travail de notre réseau diplomatique aussi tout à fait remarquable. Et j'ai eu l'occasion de donner là aussi des outils à l'ensemble de nos représentants, de nos ambassadeurs à l'échelle de la planète pour qu'ils relaient l'action de la présidente de la COP auprès de tous les gouvernements. Autour de cette réunion aux Nations Unies, il y aura, quelques jours avant, la conférence Océan à Washington, et puis ensuite la réunion sur la coalition sur le prix du carbone et la réunion de l'OACI avec une avancée majeure pour la stabilisation des émissions liées au transport aérien. Voici quelques échéances, vous trouverez bien évidemment la totalité des échéances internationales dans vos dossiers, mais j'ai voulu vous donner les grandes échéances pour vous montrer qu'il y a à la fois une accélération du calendrier et en même temps un rapprochement des différents sujets qui, lorsqu'ils convergent les uns avec les autres, s'additionnent et même se démultiplient pour réussir à sauver le climat et donc pour réussir à appliquer les enjeux de la conférence de Paris sur le climat. Deuxième grand chantier de ce ministère, vous le connaissez, c'est rendre irréversible l'application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Les périodes, les semaines et les mois qui viennent de s'écouler ont vu un travail considérable du ministère et de ses opérateurs, et je les en remercie, pour sortir les textes d'application de ces lois. Des textes complexes, des textes qui sont soumis, vous le savez, à des consultations extrêmement précises, extrêmement techniques. 87 décrets aujourd'hui sont publiés sur 103, c'est un travail considérable. 8 décrets sont encore au Conseil d'État, donc ils vont sortir prochainement, et 8 décrets sont encore en concertation. Ça veut dire que ce chantier immense d'une centaine de textes d'application qui met en mouvement les 6 piliers de la loi de transition énergétique sont maintenant produits à l'issue des concertations compliquées, entraînant aussi tous les partenaires, puisque beaucoup de secteurs industriels, vous le savez, sont concernés par ces textes d'application pour leur donner non seulement envie, mais aussi de la visibilité sur leur action. Et je crois que nous avons là accompli un exploit grâce à un travail acharné des services du ministère, du Conseil national de la transition écologique, dans lesquels siègent les partenaires sociaux, les ONG, dont je salue également à nouveau le travail, les élus aussi des territoires, les parlementaires qui nous ont accompagnés sur ces sujets-là et qui m'ont permis donc d'être au rendez-vous de l'application de la loi de transition énergétique. Le texte le plus difficile, le plus prospectif aussi, la programmation pluriannuelle de l'énergie, sera donc publié sous un mois, puisqu'il est mis sur le site actuellement. Nous recueillons les différentes consultations. Le CNTE sera saisi, a déjà commencé à y travailler. Les différentes observations vont être intégrées à cette programmation pluriannuelle de l'énergie et elle sera donc publiée dans les délais qui avaient été fixés. La réglementation sur la construction également a beaucoup avancé et par conséquent nous avons donc là, pour reprendre le fil rouge de mon propos, créer l'irréversibilité sur l'application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Dans les 4 grands domaines d'action, puisque ces décrets traduisent et mettent en application avec les appels à projets qui les accompagnent et les territoires à énergie positive, la déclinaison à la fois dans les filières industrielles et économiques, dans les territoires, et puis avec un certain nombre d'actions auprès des particuliers, je pense notamment aux décisions fiscales qui accompagnent l'engagement des citoyens dans la transition énergétique, ont permis donc d'accélérer l'irréversibilité dans 4 grands domaines: les économies d'énergie dans les bâtiments, le développement des énergies renouvelables, le soutien à la croissance verte, et également l'innovation pour la transition énergétique. Je voudrais insister sur les énergies renouvelables, le soutien à la croissance verte et l'innovation. En ce qui concerne les énergies renouvelables,
Vous le savez, le développement des énergies a été accéléré de 3 façons. La simplification des procédures d'appel d'offres, les procédures d'autorisation et des procédures d'autorisation, avec notamment la généralisation de la procédure d'autorisation unique pour l'éolien terrestre en réduisant les délais de recours pour les projets en mer. En ce qui concerne l'emploi dans les énergies renouvelables, j'ai amplifié les créations d'emplois dans ce domaine en donnant une dynamique nouvelle au développement des différentes filières. Dans l'éolien terrestre, les chiffres viennent d'être publiés, ce sont 2000 emplois supplémentaires qui ont été créés en 2015. La croissance des emplois éoliens a ainsi atteint 15% par rapport à 2014. Investissement, nous avons permis d'engager près de 8 milliards d'euros d'investissement par an dans le domaine des énergies renouvelables depuis 2014. Dans le secteur du solaire, pour conforter et amplifier la reprise du développement de la filière, j'ai lancé un nouvel appel d'offres pluriannuel de 3 ans portant sur les installations solaires au sol pour un volume de 3000 MW. Et je lance aujourd'hui un nouvel appel d'offres portant sur les installations solaires sur bâtiments pour un volume de 1350 MW sur 3 ans. Ces projets solaires que le ministère soutient, je salue tout le travail de l'ADEME, qui sont donc soutenus et engagés par le ministère, représentent plus de 6000 MW de projets permettant de couvrir la consommation de plus de 1 300 000 foyers. En ce qui concerne la chaleur renouvelable, pour la première fois, avec les appels à projets Dynamique Bois, nous soutenons la mobilisation de la biomasse et une gestion forestière durable en accompagnement des projets de chaudière biomasse. Les 19 projets retenus en juillet pour le 2e appel d'offres, c'est à terme 1 million de tonnes de bois supplémentaires par an et près de 17 000 hectares dont le peuplement sera amélioré. Sur les délais de raccordement aussi, très important, nous avons réduit les délais de raccordement des énergies renouvelables à 18 mois au maximum. Et donc, le développement des énergies renouvelables est également ancré dans les territoires, avec les 400 territoires énergie positive labellisés, qui préparent les projets de demain. Sur ces 400 territoires, nous comptons 800 projets éoliens, 3 millions de mètres carrés de panneaux solaires, 1 million de foyers supplémentaires alimentés à terme par les énergies renouvelables. En ce qui concerne le soutien à la croissance verte, vous avez là aussi le détail dans le dossier, mais je voudrais insister sur quelques éléments. D'abord, j'inaugure jeudi l'incubateur Green Tech Verte, créé par le ministère de l'Environnement, que j'avais annoncé en février dernier. L'initiative a pour ambition de faciliter la transition énergétique et écologique, encourager les jeunes pousses et les start-up, et des incubateurs seront lancés dans les territoires dans les mois qui vont venir. Il y a donc le premier incubateur, le second verra le jour à Orléans, sur le site du BRGM. Il y a celui qui est à Météo France, que j'ai eu l'occasion de voir. Et donc cet incubateur accompagnera les lauréats des appels à projets, des hackathons qui ont été lancés par le ministère, pourra également être ouvert aux start-up de la communauté les plus actives. Il est localisé à l'école des Ponts Paris-Tech à Champs-sur-Marne, et donc je vous invite jeudi à assister, à rencontrer surtout les jeunes entrepreneurs qui vont faire vivre cet incubateur dans tous les domaines de la transition énergétique et écologique, y compris dans le domaine de la biodiversité. Enfin, la montée en puissance de la finance verte. C'est un point très important. D'abord, la France est pionnière en matière de reporting extra-financier des investisseurs. La loi de transition énergétique est la première loi au monde qui intègre ce reporting vert, qui rend obligatoire la publication par les investisseurs des informations relatives à leur contribution aux objectifs climatiques et aux risques financiers associés à la transition énergétique et écologique. Et je me rends compte d'ailleurs de ce caractère de pionnier de la France, puisque dans les business dialogues, dans les finance dialogues auxquels je participe dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat, la loi française, ce fameux article 178, est cité comme repère et comme dispositif à imiter dans l'ensemble des différents pays. Cette loi prévoit en effet, vous le savez, de nouvelles obligations de reporting extra-financier applicables aux investisseurs institutionnels
Ceux-ci doivent désormais communiquer sur les aspects performance environnementale, sociale et de gouvernance de leur politique d'investissement et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer donc à cette transition énergétique. Et pour encourager ces nouvelles méthodes et ces nouvelles pratiques, j'ai mis en place des outils de soutien à la finance verte. Quels sont-ils? Premièrement, le label Transition énergétique et écologique pour le climat. À ce jour, 7 fonds ont déjà été labellisés pour un montant total avoisinant 1 milliard d'euros. Le label Financement participatif pour la croissance verte est en cours d'élaboration. Il est co-construit avec l'association Financement participatif France. Il a pour objectif de valoriser le financement participatif pour les projets œuvrant pour la transition énergétique et garantir la transparence du projet. Concertation du public, implication des citoyens, suivi du projet sur la durée, ainsi que sa qualité environnementale. Troisième outil, le prix pour valoriser les meilleures pratiques de reporting extra-financier des investisseurs et en accélérer la diffusion, qui sera prochainement remis. Et enfin, à l'automne, nous dresserons le bilan au niveau national et international, au cours d'un colloque très important que j'organise, des engagements du secteur financier pris à l'occasion de la COP21. Enfin, comme vous le savez, puisque ça a été annoncé lors du G20, et je m'y étais engagée, et le président de la République l'avait annoncé lors d'une conférence environnementale, la France est le premier pays au monde, premier État, puisqu'il y a déjà des obligations vertes au niveau des villes et des territoires, mais c'est le premier État qui lance les obligations souveraines vertes, les Green Bonds, dès l'année prochaine. Cette opération, que je conduis avec le ministre des Finances, Michel Sapin, de plusieurs milliards d'euros, a vocation à financer notamment les investissements verts du 3e programme d'investissement d'avenir, le PIA 3. Ce programme sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2017, présenté prochainement au Conseil des ministres. Un groupe de travail interministériel sera créé pour définir les modalités d'émission de ces obligations qui s'inscriront dans le programme de financement de l'État mis en œuvre par l'agence France Trésor pour 2017. Voilà pour la finance verte. Et de l'autre côté, nous avons les territoires, bien évidemment, puisque la transition énergétique, elle doit être ancrée de façon opérationnelle auprès des hommes et des femmes qui portent cette transition énergétique. C'est tout le sens des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Souvent, d'ailleurs, les territoires ont eu un temps d'avance. J'en sais quelque chose, pour avoir aussi piloté des territoires de l'excellence environnementale pendant 10 ans. Et pour passer rapidement à la mise en œuvre concrète de la loi de transition énergétique, ces territoires ont été créés pour aussi que les citoyens se l'approprient. Ces territoires sont maintenant 400 à participer à la démarche, à bénéficier du fonds de transition énergétique qui a été créé spécialement à cette fin, de 750 millions d'euros en 3 ans, géré par la Caisse des dépôts. Je lance une nouvelle étape de l'appel à projets qui va permettre une nouvelle vague de territoires présentant des plans d'action particulièrement ambitieux et innovateurs. Les territoires à énergie positive représentent plus d'1 million de foyers supplémentaires alimentés en énergie renouvelable, je l'ai dit tout à l'heure, 800 projets éoliens, 3 millions de mètres carrés de panneaux solaires déployés, 650 bâtiments publics rénovés pour une surface totale de 4 millions de mètres carrés en ce qui concerne les bâtiments privés rénovés. 2800 véhicules électriques, et cela monte fortement en puissance sur le transport propre dans ces territoires. Et donc au total, 550 000 tonnes de CO2 évitées par an, soit la consommation annuelle de plus de 200 000 véhicules. Et j'observe d'ailleurs que la montée en puissance des territoires où désormais dans l'appel à projet est intégrée la dynamique biodiversité sont en train en effet de monter en puissance, et nous aurons aussi l'appel à projet que j'avais lancé il y a quelque temps sur les villes respirables, sur lesquelles le cahier des charges va être extrêmement exigeant pour anticiper là aussi les villes du futur, à la fois sur les transports propres mais aussi sur la désartificialisation des sols. Troisième élément que j'ai annoncé, l'innovation. J'ai souhaité que tout le ministère s'engage dans des actions pour l'innovation, tout le ministère, toutes ses directions et tous les opérateurs autour de la transition énergétique. C'est le cas aussi, et c'est le lien se fait tout naturellement avec les territoires énergie positive qui sont des territoires d'innovation.
Et donc, je présenterai jeudi, en Conseil des ministres, une communication sur ce grand mouvement d'innovation, puisque nous inventons l'économie de demain, l'industrie de demain, celle qui est plus durable, celle qui économise l'énergie, celle qui est décarbonée. Et donc, le champ d'innovation est considérable. Et d'ailleurs, dans les programmes d'investissement d'avenir, vous le savez, il a été décidé que 60% des fonds des investissements d'avenir soient consacrés à la transition énergétique et écologique. Et donc je passe directement au troisième grand pilier, après la COP21, la transition énergétique, bien évidemment. En liaison avec cette transition énergétique, je voudrais évoquer la question de la santé et de l'environnement avant d'aborder le sujet de la biodiversité, parce qu'il y a un lien très étroit entre la biodiversité, la question de la propreté de l'air, bien évidemment, et les questions de santé. Je voudrais aborder tout de suite la question, vous savez, sur laquelle le ministère mène un combat difficile, mais sur lequel nous avons engrangé des résultats positifs très importants. Il s'agit de la réduction des pesticides. La loi de transition énergétique prévoit de nouvelles règles. Je veux les faire appliquer en associant ceux qui sont concernés, collectivités, distributeurs, etc. Et dans ce domaine, je prends de nouvelles initiatives. Premièrement, pour accompagner les communes avant l'entrée en vigueur de l'interdiction des pesticides au 1er janvier 2017. Deuxièmement, je soutiens l'engagement volontaire des jardineries pour anticiper l'application de la loi au 1er novembre 2016. Vous savez que l'interdiction de la vente des produits phytosanitaires en libre service aux particuliers sera totale au 1er janvier 2017, mais bien évidemment, il faut organiser la récupération de ces produits, et c'est le principal problème, c'est-à-dire je ne veux pas qu'à l'approche de cette date d'interdiction, il y ait soit une précipitation pour utiliser les fonds de produits et vite les déverser sur le sol, et donc il faut finalement se débarrasser de ces produits qui vont aller polluer, s'ils rentrent dans le circuit ordinaire des déchets ordinaires, qui vont aller polluer l'eau et qui vont aller polluer les sols. J'ai donc demandé à mes services, notamment à la Direction générale de la prévention des risques, d'organiser un dispositif qui sera rendu public prochainement de récupération des pesticides, de tous les produits toxiques pour anticiper et pour préparer les interdictions. Cette collecte donc, des produits phytosanitaires et biocides, certaines enseignes se sont déjà engagées à le faire. Je vais mobiliser tous les distributeurs pour qu'ils fassent de même et surtout m'assurer du traitement et de l'engagement dans les filières adaptées à cela, de la récupération et de l'élimination de ces produits. Pour la réduction des émissions d'ammoniac dans l'agriculture, je vous annonce que j'ai mis en place avec le ministre de l'Agriculture le programme d'aide aux investissements dans les élevages en faveur de la qualité de l'air, qui sera financé aussi par le Fonds de transition énergétique. Et enfin, je vais concrétiser la décision inscrite dans la feuille de route environnementale d'avril 2016 de séparer les fonctions de conseil et de vente de pesticides, là aussi en liaison avec le ministre de l'Agriculture. C'est une décision très importante qui avait été prise à la demande des ONG, notamment du WWF, et elle est inscrite dans la feuille de route et nous allons faire en sorte qu'elle soit très rapidement appliquée. Ensuite, toujours sur ces sujets de santé, l'actualisation de la stratégie nationale des perturbateurs endocriniens est en cours. Vous savez que de nouveaux rapports ont été publiés, que j'ai rendus publics. Nous pouvons aller plus loin, nous devons tirer les conséquences de ces différents rapports, renforcer les politiques publiques dans ce domaine, et donc j'aurai l'occasion là aussi de rendre des comptes sur la façon dont nous avons tenu compte des rapports qui ont été récemment rendus publics lorsque je me suis rendue à l'ANSES et du colloque international sur santé et environnement, auquel aussi vous avez participé et qui a débouché sur un certain nombre de propositions. Toujours dans le domaine de la santé, bien évidemment, je voudrais évoquer la lutte contre la pollution de l'air et le soutien au transport propre, avec le dispositif donc, des certificats pour la qualité de l'air, que nous avons enfin rendu opérationnel. On en parlait depuis des années. Les collectivités ont désormais les outils pour gérer objectivement et simplement la circulation dans un objectif de réduction des pollutions atmosphériques.
Deuxième point, le rapprochement de la fiscalité entre l'essence et le diesel a commencé. Il continuera en 2017. Il faut enfin traiter les carburants au regard de leur externalité réelle et pas dans un objectif à courte vue. Troisièmement, nous avons renforcé les aides au déploiement des véhicules propres avec la prime de conversion des vieux véhicules diesel, en plus du bonus, qui sont centrés désormais sur les véhicules plus propres. Plus de 10 000 véhicules électriques ont été acquis cette année en remplacement des vieux véhicules diesel grâce à la prime de conversion de 10 000 €. Et donc, les mois qui viennent devront voir la montée en puissance des bornes de recharge électrique, parce que c'est ce qui fait aussi souvent un frein à l'acquisition, et bien sûr le renforcement de la performance par les constructeurs des batteries. Les décrets sur l'obligation d'achat de véhicules propres par l'État et les collectivités locales, que ce soit les véhicules légers, les poids lourds, les bus et les cars, sont au Conseil d'État cette semaine. Ils permettront aussi de renforcer les filières industrielles de ces nouveaux véhicules, parce que ça va faire des marchés solvables à partir du moment où cette obligation va être inscrite dans le droit. Là aussi, j'ai voulu un développement de cette nouvelle mobilité en lien avec les territoires et les filières. Le programme des investissements d'avenir ont soutenu, et d'autres dispositifs ont soutenu plus de 20 000 bornes de recharge de véhicules électriques. Par ailleurs, un appel à projet pour le déploiement du GNL pour les poids lourds a été lancé cet été et nous aurons prochainement les résultats de cet appel à projet. Ensuite, je voudrais bien évidemment évoquer la mise en place de la commission indépendante suite à l'affaire Volkswagen. Nous avons fait toute la lumière sur les émissions réelles des véhicules, y compris en contrôlant les véhicules de marque française. Nous sommes le seul pays à avoir fait cette transparence, sans aucune restriction à cette transparence. Le ministère a demandé d'ailleurs des actions correctrices pour les véhicules les plus polluants, actuels et futurs. La prochaine réunion de la commission se tiendra le 22 septembre, et puisque nous avons été mis en cause par la presse américaine est tout à fait bienvenue à cette réunion du 22 septembre, comme j'ai eu l'occasion de leur dire. Le quatrième enjeu, c'est l'application de la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Là aussi, vous avez un dossier complet sur les actions engagées et ma priorité avec la secrétaire d'État, c'est de publier au plus vite les décrets. Donc j'ai une bonne nouvelle, tous les décrets sont aujourd'hui rédigés, à peu près 35. Ils sont partis là, au secrétariat général du gouvernement ce matin. Là aussi, c'est un tour de force avec les statuts de l'agence française, pour l'Agence nationale pour la biodiversité. Ils vont donc ensuite être stabilisés et partir en consultation et seront donc très rapidement publiés. Ça veut dire que la loi, après sa promulgation, sera appliquée avant la fin de cette année. Le chantier central, c'est l'Agence française de la biodiversité, qui disposera de moyens renforcés, puisque je vais lui attribuer 60 emplois supplémentaires. Et je vous annonce également que la France a déposé son instrument de ratification du protocole de Nagoya, ratification que j'avais fait inscrire dès la première lecture par amendement parlementaire dans la loi biodiversité. Enfin, le cinquième pilier, c'est de veiller, je l'ai dit en ouverture, à ce que les actions engagées produisent des résultats, qu'on soit capable de rendre des comptes sur ces résultats et d'engager donc les nouvelles initiatives qui consolident ces résultats sur les grandes initiatives du ministère. Donc là, vous avez un certain nombre d'exemples qui sont détaillés dans votre dossier. Je voudrais évoquer des éléments plus pointus, mais qui revêtent à mes yeux une importance tout à fait capitale. D'abord, les nouvelles étapes de l'économie bleue. Vous savez que j'ai créé une conférence nationale sur la mer et l'océan, avec un plan plus particulier sur la Méditerranée. J'aurai l'occasion d'exposer cette stratégie nationale française sur la mer et l'océan les 14 et 15 septembre à Washington. Donc j'aurai l'occasion de vous voir quelques jours avant pour vous donner les grandes annonces que je ferai à Washington concernant cette stratégie nationale sur la mer et l'océan. Il y aura notamment pendant cette conférence un événement que j'organiserai en marge de cette conférence sur le plan Méditerranée pour la croissance bleue, qui rassemble l'ensemble des partenaires jusqu'ici qui étaient un peu dispersés
autour de propositions extrêmement opérationnelles, couvrant tous les sujets de la transition écologique, que ce soit les énergies renouvelables, la question des pollutions, la question de la pêche, la question des transports maritimes, la question des aires marines protégées. Bref, on retrouve tous les grands chantiers, à propos bien évidemment de la planète bleue, de tout ce qui concerne la planète verte. Et donc cette montée en puissance sera l'une de mes priorités d'ici la fin de cette année, avec une conférence internationale de haut niveau au mois de janvier sur le pourtour méditerranéen, avec les 21 États qui sont sur ce pourtour méditerranéen, pour qu'ils décident ensemble la mise en place de coalitions opérationnelles. Je pense en particulier aux stations d'épuration de toutes les grandes villes du pourtour méditerranéen, ou les pollutions chimiques de toutes les grandes villes et de toutes les grandes industries du pourtour méditerranéen, de l'arrivée des fleuves pollués dans la Méditerranée. Et donc ce travail est en cours, il va monter en puissance et il sera finalisé donc, au cours d'une grande conférence internationale que j'organiserai en janvier prochain, lorsque l'ensemble de ces travaux aura été finalisé. Je voudrais évoquer aussi, avant de terminer, quelques autres sujets importants qui relèvent de ce ministère, qui gère aussi la prévention des risques, des catastrophes naturelles. Pour vous dire qu'une grande campagne d'information sur la question des inondations, c'est qu'on a toujours à l'automne des inondations, donc je veux anticiper ces problématiques, puisque les 15 départements méditerranéens connaissent des épisodes de pluie intenses, des crues soudaines, l'équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe alors seulement en quelques heures, avec les catastrophes, les drames et parfois les pertes de vies humaines. Nous devons donc renforcer la vigilance, puisque ces phénomènes atmosphériques aussi se renforcent dans leur violence avec le réchauffement climatique. Et donc cette campagne de sensibilisation a commencé le 20 août dernier, elle va s'accélérer. Elle est centrée autour de 8 bons comportements à adopter en cas d'épisode de pluie intense. L'idée, c'est de développer, en association aussi les écoles, une véritable culture du risque, pour que chacun adopte des comportements qui sauvent et pour améliorer aussi la résilience des territoires. Il y aura des répétitions, comme je l'ai dit, avec des préfets dans un certain nombre de territoires pour anticiper ces phénomènes dramatiques. Je vous annonce aussi que j'ai mis en place un suivi des inondations du printemps en m'appuyant sur les rapports des préfets. C'est que le ministère a été très mobilisé sur ce sujet. Et comme je m'y ai été engagée, je vais bientôt pouvoir vous délivrer les retours d'expérience des services et des établissements du ministère de Météo France. Le réseau des capteurs dans les cours d'eau, par exemple, est en cours de renforcement. C'est une des premières conséquences que je tire de ces retours d'expérience. Mais nous aurons aussi d'autres décisions à prendre suite à l'observation attentive de ce qui s'est passé au printemps dernier, afin de pouvoir anticiper le renouvellement de ce type de drame. Un point sur la sécurité des sites Seveso. Vous savez qu'à la suite des attentats de Saint-Quentin, Falavier et de Berlétan, j'avais adressé une instruction au préfet le 30 juillet 2015. Nous avons suivi bien évidemment attentivement le renforcement de la sécurité sur les sites Seveso. Cette instruction a fait l'objet d'un travail méticuleux, approfondi de la part des services concernés. Je les en remercie d'ailleurs, parce que ce sont des travaux qui ne se voient pas et qui sont pourtant tout à fait difficiles et cruciaux. Et le dossier que je vous ai donné donne les éléments détaillés sur ce travail. Et vous pourrez bien évidemment poser des questions complémentaires aux responsables de ces sujets qui sont dans la salle. Voilà, il y aurait bien d'autres sujets, bien évidemment, bien d'autres actions, tellement ce ministère est à la fois passionnant et riche, en diversité de connaissances, de compétences, d'actions. Mais je voulais insister essentiellement sur les grands chantiers et en même temps les actions opérationnelles qui vont avec. Vous avez vu qu'il y a toujours un lien très étroit entre des actions opérationnelles très pointues, très territoriales, très axées sur l'efficacité immédiate,
et en même temps avec des résonances régionales, nationales et bien évidemment interrégionales, mais aussi des grandes politiques par grandes régions du monde. C'est le cas de la question de la Méditerranée. J'aurais pu aussi évoquer le cas de la question de l'arc alpin, qui est aussi un sujet très important sur lequel je m'implique, parce que c'est là qu'on voit aussi les effets du réchauffement climatique. Il y a la question aussi de l'eau, avec tout le travail de la remobilisation des agences de l'eau, qui vont avoir une compétence nouvelle sur la biodiversité également. Et puis tous les réseaux des chercheurs de ce ministère dans beaucoup de structures de très haute qualité. Là aussi, je me rends compte dans mes contacts internationaux, la recherche française dans le domaine de l'écologie, quel que soit le secteur concerné, est tout à fait à la pointe des connaissances, de la motivation. J'ai eu le plaisir d'ailleurs, en allant en Arctique, de rencontrer des ornithologues français qui en plus venaient de mon département, les Deux-Sèvres, du centre de Chizé. Alors ça m'a fait drôle, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ce sont des chercheurs qui font référence dans le domaine de l'ornithologie, même du côté de l'Arctique. Voilà pour terminer ce que je voulais vous dire. Bien évidemment, j'ai conscience que beaucoup de choses ont été qu'effleurées au cours de cette prise de parole. Mais une fois de plus, il est très important que vous ayez accès à toute l'information. Je crois que la transparence dans le domaine des données environnementales est une question clé du sujet démocratique, de l'appropriation par les citoyens des enjeux. D'abord parce que sans les citoyens, on ne fait pas de transition énergétique et écologique. C'est avec eux qu'on les fait, qu'on la réussit. C'est quand tout le monde se sent concerné. Et également, bien évidemment, c'est l'accès aussi aux différentes données qui permet à la société de se saisir d'un certain nombre de sujets plus graves qui nous permettent aussi d'accélérer les réponses que nous pouvons apporter, notamment lorsqu'ils concernent des sujets liés à l'articulation entre l'emploi, le développement économique, la santé publique et tout simplement aussi le bien-être. Voilà, merci de votre attention. Je suis prête à répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Et ensuite, s'il y a des questions plus pointues, bien évidemment, les responsables des sujets seront prêts à avoir des échanges, même bilatéraux, avec vous. Voilà, je voulais juste ajouter un point sur les échéances de la COP21. Je me rends prochainement en Inde, puisqu'on a dit, vous voyez, que les grands continents devaient ratifier, donc pour essayer de débloquer ou de déclencher cette ratification, sur laquelle l'Inde s'est d'ailleurs engagée verbalement, pour mettre en place la coalition solaire, qui est un des grands acquis de la conférence de Paris sur le climat. Donc ce travail est en cours, c'est un travail aussi considérable. Et donc, à mi-octobre, je me rends à Delhi à l'invitation du gouvernement indien pour concrétiser cette conférence solaire. Le deuxième élément que je voudrais aussi évoquer, c'est pendant l'Assemblée générale des Nations unies, on a organisé en parallèle donc un sommet des pays africains sur la question des énergies renouvelables en Afrique, où j'aurai l'occasion d'ailleurs de remettre le rapport sur lequel je m'étais engagée sur le développement des énergies renouvelables en Afrique, puisque après l'envoi d'un premier projet, beaucoup de pays africains ont répondu pour compléter les listes des projets, pour compléter la problématique et la méthodologie de ces projets. Et donc, en tant que présidente de la COP, je serais très heureuse de pouvoir apporter ma contribution au choix ensuite qu'il reviendra aux Africains de faire, dans le cadre de l'unité africaine, dans le cadre de la Banque africaine de développement, mais au moins j'aurais contribué en tant que médiatrice indépendante des enjeux de ce continent, pays par pays, de faire cette liste des projets qui sont matures, ceux qui peuvent démarrer, et ceux sur lesquels je veux, pour la crédibilité de la parole politique et pour la crédibilité de ce qui a été dit à la conférence de Paris sur le climat, puisque 10 milliards de dollars ont été mis sur la table, dont 2 de la France, que l'on puisse, avant la conférence, la COP22, dire concrètement sur quel projet et de quelle façon les financements engagés en décembre dernier sont opérationnellement mis en place. Car on le sait, il n'y a pas pire frustration que d'avoir des promesses financières et en même temps de voir les habitants, les citoyens sur le terrain dans les pays qui ne voient pas arriver l'accès à l'électricité. Et donc c'est pour moi un sujet vraiment symbolique de la question de la justice climatique. C'est un sujet symbolique du dialogue entre l'Europe et l'Afrique. C'est un sujet symbolique du passage de témoin entre une COP européenne à Paris et une COP africaine à Marrakech.
Et c'est aussi une force symbolique de la crédibilité, de la parole donnée et de ce défi que l'on doit relever du droit d'accès des plus pauvres à accéder à l'électricité et à l'électricité propre, surtout lorsqu'elle est en abondance au-dessus des têtes, et que son principal dégât, c'est pas de produire l'électricité, l'atout, mais c'est de produire de la sécheresse et de la raréfaction de l'eau, sans avoir les contreparties. Par conséquent, c'est un défi auquel je tiens particulièrement et je crois qu'il sera relevé aussi de façon positive dans les prochaines semaines. Merci de votre attention.